Bienvenue dans le podcast Performa 360, le podcast qui met en lien des agricultrices et agriculteurs avec des experts Terrena, de l'agronomie et de la nutrition des ruminants. Du sol aux rumen, nous vous accompagnons pour y voir plus clair dans vos problématiques du quotidien. Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce premier podcast Performa 360. Je suis Bruno Perotto, l'animateur de ce podcast. Cette semaine, nous recevons Alex Fresneau du GAEC de la Henriet, éleveur en vaches laitières à la Chapelle-Glain en Loire-Atlantique. Bonjour Alex et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pour nous accompagner et nous éclairer sur la problématique du jour, nous accueillons 3 experts Terrena, Éric Sauvage, expert maïs, Anne Cheminot, expert des fourragères, et Julien Gauthier, responsable technique de la nutrition des ruminants. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bonjour Bruno. Bon, nous allons commencer sans tarder et je vais me tourner vers Alex. Alex, à quelle problématique veux-tu que nous répondions aujourd'hui ? J'aimerais savoir comment mieux produire et valoriser mes fourrages conservés pour arriver à mes objectifs de production. Julien, je crois que la question est pour toi. Et pour atteindre les objectifs de production d'Alex, il va te falloir une certaine qualité de fourrage en matière d'herbe et de maïs. Quel cahier des charges est-ce que tu vas imposer à nos experts des fourragères ? L'objectif sur les fourrages attendus par l'éleveur, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui est produit sur l'exploitation et c'est quand même ce qui est le plus économique pour l'éleveur dans un premier temps. Donc au travers de l'herbe, on va chercher à maximiser l'apport de protéines par le fourrage et surtout sans déconcentrer la partie énergie. Ça c'est hyper important parce que la vache laitière a des besoins énergétiques hyper importants, surtout à des niveaux de production plus élevés. Donc ça, c'est important, conserver la protéine sans déconcentrer l'énergie. Ensuite, pour ça, un fourrage récolté à la bonne date, par rapport à son cycle végétatif, suffisamment jeune, et surtout qu'il soit bien conservé pour que les animaux puissent l'ingérer comme il faut et qu'il soit suffisamment appétant. Ok, merci Julien. Bon Anne, tu vois que Julien a certaines exigences. Comment est-ce que tu comptes atteindre de l'herbe de cette qualité ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? Tout d'abord, la base, c'est une bonne agronomie du sol, la fertilité chimique, phosphore, potasse, et puis la fertilité physique avec le pH, la matière organique, et une bonne structure de sol. Donc ça, c'est la base. Après, pour avoir, comme disait Julien, une concentration en UF et une bonne digestibilité, on va jouer sur le stade de coupe. Plus on va faucher tôt, plus on aura un fourrage concentré, plus on aura d'UF. Et par rapport à la MAT, en fait, il va falloir de l'azote disponible. Donc, par rapport au stade de coupe, on a plusieurs choix. Il y a le choix de l'espèce à faire, céréales ou raie gras, donc avec des vitesses de développement qui sont différentes. On va avoir le choix aussi de la variété, donc il y a des variétés plus ou moins précoces et des variétés avec plus ou moins de feuilles. En fait, plus on va avoir de feuilles sur une variété, plus on va avoir d'UF. Et en fonction de ça, on va avoir des récoltes qui vont s'échelonner du 20 mars au 20 avril. On va commencer par les régras alternatifs dès le 15-20 mars. Et puis, ça peut aller jusqu'au 20 avril avec les seigles forestiers. Et on peut ajouter, si besoin, des légumineuses. Les légumineuses, l'intérêt des légumineuses, c'est qu'elles elles ont des valeurs UF et MAT un peu plus élevées que les graminées. Elles vont descendre moins rapidement. Donc en fait, on peut, même si on récolte un peu plus tard, garder un peu de valeur avec les légumineuses. Et tout ce qui est MAT, donc je vous parlais d'azote disponible. L'azote, il y a peu de minéralisation au mois de février-mars, donc il faut apporter de l'azote minéral. Cet azote minéral, on va l'apporter le premier apport, on le fait à 200 degrés, donc c'est 200 degrés à partir du 1er janvier. Donc dans nos régions, en général, ça arrive la première semaine de février. Donc on apporte maximum 60 unités en général, parce que le régras peut pas en prendre plus. Et ensuite, donc le premier apport, c'est pour le rendement, et un deuxième apport pour la qualité, où là, on va apporter fin février, début mars. En fait, le plus important, c'est qu'il y ait de l'eau derrière pour que l'apport soit valorisé. Donc on l'apporte pas trop tard pour qu'il soit bien valorisé. Et puis au niveau des doses, c'est en fonction du plan de fumure, mais globalement, en RGI pur, faut apporter au moins 120 unités. Et puis en raie gras légumineuse, on va être autour de 80 unités. Les légumineuses nous font économiser 40 unités d'azote, mais par contre, le stade de coupe, on reste sur le stade du raie gras, donc un stade jeune du raie gras.
on ne regarde pas les légumineuses. Ok, merci Anne pour cette réponse très détaillée. Julien, est-ce que tu as un complément à ajouter à ce que vient de dire Anne par rapport à tes besoins? La fertilisation a un rôle important, comme l'a dit Anne, et le fractionnement des apports est hyper important. Hein. Je prends souvent l'image d'un blé. Hein, on maximise les apports en termes de fractionnement pour maximiser la protéine dans la céréale. C'est la même chose sur la graminée. Et le dernier apport ne doit pas être trop décalé de la date de fauche pour pouvoir maximiser les teneurs en protéines du fourrage récolté. Ça, c'est quelque chose qu'on voit par expérience aujourd'hui dans les analyses de fourrage. Ok, merci Julien. Toi Alex, par rapport à cette première partie de réponse, quelles sont tes réactions? Est-ce que ces pratiques agronomiques et techniques, elles te semblent accessibles? Aujourd'hui, sur l'exploitation, elles sont accessibles grâce à un parcellaire qui est suffisamment drainé, parce qu'il faut intervenir précocement pour avoir un apport d'azote jeune, et il faut pouvoir rentrer dans les parcelles. Et pour nous, c'est accessible. Après, c'est peut-être pas accessible à tout type d'exploitation. D'accord. Pour ta partie à toi, ça te semble faisable, évidemment. C'est pas dans chaque exploitation, ce sera différent. Ok. Alors Eric, maintenant, ça va être à ton tour. Et justement, si je peux me permettre. Ah oui, vas-y. Juste par rapport à l'entrée dans les parcelles, oui, tout le monde ne peut pas rentrer dans ses parcelles au 15 mars. C'est pour ça que le choix de l'espèce est important. Le seigle forestier, par exemple, on va le récolter plus tardivement, début avril, et lui, on peut attendre en fait avant de rentrer dans la parcelle. Et on aura toujours la qualité comme un régras qu'on aurait fauché au 20 mars. Eh ben Anne a réponse à tout, c'est formidable. Bon, passons à Eric maintenant. Eric, toi l'expert maïs, ce serait quoi tes recommandations par rapport au cahier des charges de Julien? Par rapport à l'objectif sur l'aspect fourrage d'avoir du potentiel et de la qualité, on a un outil en Terrena qu'on propose à vous adhérents, et donc c'est sous le nom d'objectif fourrage, et je reprendrai 3 points essentiels qui se jouent avant le semis pour assurer un démarrage, parce que avant le semis il faut déjà penser racines, parce que le démarrage est une source d'alimentation pour le maïs, et derrière avoir un maïs de qualité. Donc les 3 points que je voudrais rappeler, c'est surtout comme on l'a fait et comme Anne l'a fait sur l'aspect fourragère, mais il y a aussi en maïs un aspect agronomie pour cette culture de printemps qui est essentiel. La fertilité des sols est essentielle, notamment sur la partie pH, cholage, matière organique, et matière organique dans les argilo-calcaires, mais en limon, ça sera, on va dire, peut-être le pH le plus important. Et puis, cet élément booster de racine qui est le phosphore. Et donc, quand on fait l'assemblage de toute cette fertilité de sol, on est capable de récupérer entre les plus mauvaises et les meilleures fertilités quasiment 2 tonnes de fourrage pour une valeur alimentaire identique. Donc, c'est pas rien. Deuxième point, et ça, c'est essentiel sur l'aspect changement climatique, parce que c'est un sujet d'actualité. La bonne densité à la génétique et une génétique adaptée. Et donc, l'incidence, elle est énorme sur la fibre et l'amidon. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, un potentiel donné de parcelle, il faut une densité. Pour exemple, pour une variété, une préco de 70 000 est tout à fait intéressante pour obtenir 10 tonnes de rendement, alors que pour obtenir 25 tonnes, il faut monter à 110 000. Donc voilà l'importance de la densité. Et puis le troisième point sur notre outil objectif fourrage de recommandation, c'est la bonne date de semis au bon moment, quand le sol est réchauffé, donc 10 degrés avec une phase croissante derrière. Donc l'objectif fourrage, c'est un suivi des températures de sol. On le fait ça depuis 2008 avec une capacité de modéliser derrière des recommandations. Donc voilà, ce troisième point-là peut apporter aussi un plus, notamment sur la valeur, puisque des effets de 2 semaines de décalage de semis peuvent apporter 5% d'UF en plus, et on sait que c'est cette énergie-là qu'on demande au maïs. Alors, je vais t'arrêter un petit instant, Eric, parce que je te connais et tu es capable de continuer longtemps comme ça. Je voulais juste poser une petite question à Alex. Alex, est-ce que tu étais conscient qu'avec ces premiers éléments, avant même d'avoir mis la graine dans le sol, que ces éléments-là avaient une incidence sur la qualité finale du fourrage, alors que la graine n'est pas encore mise dans le sol? Eh bien oui, évidemment, il est important de bien préparer le lit de semence pour la graine. Et sur l'exploitation, on a aussi fait l'expérience de la densité de semis, comme vous avez pu le dire. Donc sur des terres qui étaient plus légères, on va dire petites terres qu'on appelle par chez nous,
allant jusqu'à 70 000, 74 000 grains au mètre carré, hectare, je veux dire. Et dans les parcelles plus profondes à 85 000. Et on a vu que même les densités de semis moindres, on avait de la qualité autant que où on se met plus fort, quoi. Ok, je vois que tes recommandations ont déjà été pas mal écoutées, Eric. Est-ce que tu as d'autres précisions pour aller jusqu'à la récolte? Bah oui, ça fait plaisir d'être en phase par rapport à ces recommandations. Là, entre guillemets, c'est des recommandations qu'on a vues sur l'anticipation avant le semis, mais après, au cours du cycle, moi aussi, je penserai à 3 phases importantes dans nos recommandations qui peuvent intervenir dans le petit fourrage, toujours pour penser aliment végétal, puisque c'est notre objectif de produire un aliment, notamment sur l'aspect énergie. Et donc, les fondamentaux, hormis l'enracinement, il y a aussi, et ça a été dit tout à l'heure sur les fourragères, mais en maïs, on a aussi la potasse et l'azote qui sont hyper importants en parallèle de l'eau pour assurer une bonne qualité et un bon potentiel. Et donc, cette phase de montaison est importante et si on a bien fait, comme disait Alex tout à l'heure, les bons choix avant le semis, un bon enracinement fait que derrière, on peut récupérer de la bonne fibre puisqu'on sait que la fibre se construit à montaison et du bon travail peut rapporter 5 à 10% de NDF dans cette phase de montaison. Ensuite, une autre recommandation, là on peut pas se dispenser de parler de floraison quand on est sur un maïs par rapport à l'année qu'on a vécue 2022. On parle d'esquive et parce que c'est important la problématique eau en maïs, et on sait qu'elle est importante. Mais je rappellerai que les recommandations avant le semis ont aussi leur importance puisque 30 cm d'enracinement en plus, c'est quasiment 30 mm de potentiel de réserve utile. Donc, et 30 mm, ça nous fait une valeur alimentaire bien supérieure, notamment sur les valeurs amidon. Donc ça, c'est important d'assurer de l'esquive à floraison par une bonne date de semis et puis un bon enracinement par rapport à la fourniture eau. Donc en irrigué, c'est sûr que on est plus à l'aise, que on va en encadrant la floraison avoir plus de chances de avoir moins d'avortements et des valeurs amidon intéressantes. Donc pour ceux qui ont capacité de stocker de l'eau l'hiver, l'irrigation est une solution aussi. Et donc nous on préconise plutôt deux irrigations en irrigation restreinte, 2 irrigations avant la floraison et une après. Par contre, si on veut vraiment valoriser un maïs fourrage sur la valeur amidon, c'est plutôt l'inverse, une avant et 2 après floraison. Après, on a d'autres, pour les non-irrigants, on a d'autres préconisations aussi. Je pense à une préconisation aussi assez 100% Terrena, c'est les bivariétés. Donc, c'est mettre 2 variétés qu'on a validées d'un point de vue agronomique et alimentaire pour récupérer 5 à 6% de rendement et de la valeur alimentaire. Et on peut terminer par une dernière recommandation, la date de récolte. C'est vraiment le point stratégique de fin de cycle au niveau du maïs. Donc notre co, elle est aussi fonction de comment on va utiliser le maïs, si on l'utilise très tôt dans la saison ou alors maturé au bout de 3 à 6 mois. Et là, en fonction des variétés, la reco, c'est sur une plage de 32 à 38 de matière sèche, 32 pour les variétés qu'on considère à amidon lent, et puis plutôt 36 pour les variétés qu'on considère amidon rapide, qui ont plus cette souplesse de même plus évoluer, d'être plus efficient en amidon. Et donc j'en conclurai moi sur la recommandation aussi de choisir les variétés en fonction de ce qu'on veut aussi comme efficience alimentaire au niveau de l'amidon, parce que on a aussi dans nos essais prouvé que entre 2 variétés, 10 points d'efficacité d'amidon étaient mesurés sur la vitesse de dégradabilité d'amidon. Donc ça, c'est aussi une recommandation qu'on peut faire en Terrena. Merci Eric pour cet exposé, me semble-t-il, assez complet. Julien, un petit complément à ce que vient dire Eric ou pas? Sur la partie du complément, c'est surtout la fin de cycle en fait qui est compliquée à gérer dans nos régions là, surtout à la fin parce que on a des démarrages assez précoces et en général les réserves utiles en eau coupent assez rapidement. Donc, comme l'a dit Eric, la fertilisation de démarrage a un impact énorme, notamment par rapport à l'enracinement, puisque plus le maïs descend pour aller chercher la flotte, plus en fin de cycle il va pouvoir tenir. Ça, c'est quelque chose d'important.
Et puis après, en termes de rationnement pour les vaches, on a besoin de niveaux d'amidon élevés dans nos rations pour maintenir les persistances laitières et maximiser les taux, donc la marge pour l'éleveur. Le fait, comme dit Eric, de bien choisir sa variété en fonction de est-ce que j'ai du stock de report ou est-ce que j'en ai pas, hein, c'est-à-dire si j'en ai pas et que je vais attaquer dedans directement, il faut un amidon disponible quand même assez rapidement, hein, donc on aura besoin de moins d'amidon intestinal. À l'inverse, si j'ai besoin d'une variété plus tardivement, c'est-à-dire qu'il va maturer en silo, je peux avoir un amidon plus intestinal à la récolte puisqu'il va maturer et il sera plus disponible plus tard pour la vache. Donc bien faire son choix de variété en fonction de son temps de stockage. Et puis après, on peut essayer de pousser un petit peu les matières sèches. Comme l'a dit Eric, c'est surtout pour essayer de gagner un peu d'amidon et de migrer l'intégralité des sucres de la plante en amidon. Hein, puisque nous, derrière, l'amidon, c'est autant d'amidon produit par le champ et qu'on aura moins à rapporter dans l'auge, donc à l'achat pour l'éleveur, quoi, hein. Donc on maximise encore la marge par vache, quoi, hein. Ok, d'accord. Petite question, Alex. Maintenant qu'on a fait le point sur les principaux fourrages de l'exploitation, il y a des belles recommandations de nos experts. On a vu que tu en réalisais certaines. Est-ce que celles que tu ne réalises pas aujourd'hui sont réalisables? Et surtout, quels sont les bénéfices que tu comptes en tirer? Eh bien oui, j'en applique déjà de nombreuses, mais il reste quelques points d'amélioration. Et en appliquant celle-ci, je pourrais probablement être plus performant. Après, on remarque qu'il n'y a pas d'étape négligeable et il faut être bien vigilant sur toutes les étapes pour bien réussir son fourrage. Bon, je vois que les recommandations ont été bien écoutées. Alors, maintenant, ça va être à ton tour, Julien. Eric et Anne ont fait des recommandations. Alex a dit que lui, il allait les mettre en œuvre. Maintenant, il va falloir que tu fasses le job pour qu'il atteigne ses objectifs en matière de production. Pour toi, c'est quoi les différentes étapes concrètes à mettre en œuvre pour y réussir? Les premières étapes à mettre en œuvre, c'est produire tout ce qu'on peut sur l'exploitation. D'abord, la quantité, parce que s'il y a des têtes, il faut d'abord nourrir le troupeau. Ça, c'est le premier élément. Et constituer un stock de report, l'idéal étant de 3 à 4 mois, hein, c'est l'idéal, pour pouvoir avoir une période de tampon dans les silos et une stabilisation des fermentations. Ça, c'est le premier élément. Et c'est la première. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on s'assure que la qualité est au rendez-vous. Donc tout l'itinéraire technique et le choix variétal qui sera fait doit être fait sur l'exploitation, on l'a dit, presque à la parcelle, et ensuite adapté à la parcelle tout ce qui va être en termes de recos, ferti, etc. Et après, une fois qu'on a fait ça, ce qui est hyper important, c'est quand même de savoir ce qu'on a ramassé. Donc les analyses vont être hyper importantes. Alors quelques petites recommandations sur les analyses. Un silo, il évolue toute l'année. Hein, et s'il est stocké pour 1 an et demi, il évoluera pendant 1 an et demi. Il s'arrête pas d'évoluer parce qu'il y a des bactéries dans l'état qui bossent et qui font évoluer les valeurs. Ça veut dire que le jour de la récolte, si je fais une analyse en vert, elle vaut quelque chose, hein, bien sûr, puisqu'on va récolter un niveau d'amidon, un niveau de cellulose, un niveau de NDF, et ça, c'est caractérisé par l'analyse en vert, il n'y a pas de problème. Par contre, les sucres qui sont contenus dedans vont certainement participer à la fermentation et ils vont déstabiliser globalement les valeurs parce qu'ils vont impacter la fermentation du silo. Et donc c'est pour ça qu'on conseille de faire une analyse une fois fermentée et de façon régulière, l'idéal étant à peu près tous les trimestres, hein, parce que le tas, il va avoir pour l'herbe une évolution de la disponibilité de l'azote, hein, et de la dégradabilité des NDF. Hein. Plus ça va fermenter, plus ce sera digeste pour la vache. Donc plus le transit sera rapide derrière, donc il faudra s'en méfier. Et puis pour le maïs, plus l'amidon va fermenter, plus il sera disponible au niveau du rumen et de moins en moins à l'intestin. Donc la complémentation amidon qui sera rapportée dans l'auge devra évoluer au cours du temps dans l'année, hein, donc de quelque chose de très fermentescible vers quelque chose de moins en moins fermentescible en fonction des besoins de la ration. Donc c'est bien arbilanté en fonction de la ration totale, des ingérés et des quantités distribuées et des proportions de la ration. Et puis ensuite, la complémentation, qu'elle soit individuelle au DAC, au robot ou encore à la brouette, hein, de façon individuelle, elle doit être adaptée en fait pour reconcentrer les éléments manquants de la ration d'auge ou apporter les éléments nutritifs permettant d'aller à la production supérieure au-delà de la ration d'auge. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis après, derrière, c'est les résultats troupeaux. Hein, le résultat troupeau, c'est avant tout
le lait. Hein. Donc le lait, quand je parle de lait, c'est le lait brut, mais c'est aussi les taux, hein, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on est capable de faire des taux. Donc les deux combinés, ça multiplie le produit pour l'éleveur et donc sa marge. Ça, c'est important. Et après, quelque chose qui nous tient à cœur, nous, au niveau de la nutrition, c'est la repro, pour avoir un stade de lactation suffisamment jeune et avoir une maximisation du potentiel génétique au niveau du troupeau et donc du produit. Et c'est tout ça qui va contribuer à la marge par vache, hein, et derrière à la maximisation de l'EBE sur l'exploitation. Ok, merci Julien. Je crois que nous avons fait le tour. Je vais laisser la conclusion à Alex pour clore ce podcast. Et voilà, Alex, une conclusion rapide? On va revenir sur les mêmes points d'étape, que faut être vigilant sur tous les points. Et en fait, ça passe dès l'automne quand on implante nos RGI, donc à la bonne date. Et surtout être vigilant avec les fenêtres météo qui sont souvent au mois de mars. Donc quand il faut aller récolter l'herbe, il y a pas 50 fenêtres comme on dit. Donc il faut y aller, et après pour mettre en œuvre les semis de maïs le plus rapidement possible. Bon, maintenant on tend plus par chez nous vers des variétés avec des indices un peu plus élevés pour maximiser le grain, et sur l'exploitation on fonctionne avec beaucoup de reports, donc on joue sur la sécurité. Et ensuite pour maximiser la qualité des fourrages, on instaure aussi des conservateurs pour maximiser la digestibilité et la qualité dans le temps. Et on fonctionne aussi avec des analyses de fourrage, comme le disait tout à l'heure Julien, tous les mois, ou dès qu'on sent qu'on se décale un petit peu des objectifs, pour se recadrer avec l'évolution de la qualité du maïs dans le tas d'ensilage. Ok, très bien. Alex, merci. Les experts, merci aussi. Et puis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous pour votre écoute attentive. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau podcast Performa 360. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Tertiel et les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos besoins, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. À bientôt.